Dans la France actuelle, on ne peut pas être sereinement une personne non blanche dans l'espace public. On nous a expliqué que cette personne n'était pas suffisamment française, qu'elle ne s'exprimait pas suffisamment bien dans notre langue, qu'elle ne pouvait pas légitimement représenter la France. Mais en fait, c'est le projet de l'extrême droite, une France blanche. Ce discours-là, en fait, qui rend toute personne non blanche suspecte d'attenter en fait à la sécurité nationale, eh bien, c'est un discours qui n'a même plus besoin de l'extrême droite pour être propagé. Et c'est le projet de l'extrême droite, en fait, finalement, de dire que les Français sont blancs. Et voilà, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Enfin, moi, je suis parisienne. Et je suis assez choquée de voir les têtes de liste du parti socialiste, en fait. C'est incroyable. Je veux dire, Paris, c'est l'une des villes les plus multiculturelles d'Europe. Et quand on voit les têtes de liste, ça n'a rien à voir avec la composition de la ville. Et enfin, je trouve, en fait, assez incroyable qu'en 2026, un parti aussi majeur de gauche ne soit pas capable de proposer des têtes de liste qui soient conformes à la physionomie, en fait, des Parisiens. Pendant longtemps, je me suis considéré comme un antiraciste. Mais pas un antiraciste au sens hystérique, marchandisé et tribal. J'étais un antiraciste au sens noble du terme. C'est-à-dire que je pensais, et je pense d'ailleurs toujours, que la couleur de peau ne doit absolument jamais être le déterminant moral, intellectuel ou même politique d'un être humain. J'ai vu des blancs faire des choses méprisables. J'ai vu des noirs tenir des propos indignes. D'ailleurs, j'en vois toujours autour de moi qui tiennent des propos qui sont détestables. Et justement, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de réduire les gens à leur couleur de peau. Parce qu'à partir du moment où vous faites de la race la grille principale de lecture du monde, vous êtes déjà en train complètement de nourrir le mal que vous prétendez combattre. C'est ce que je refuse aujourd'hui. Être nourri idéologiquement par des professionnels du ressentiment. Des gens qui ont transformé l'antiracisme en commerce moral. Des gens qui ne vivent pas de la disparition du racisme, mais de son entretien permanent. Ces gens gagnent des sommes importantes. Ils sont invités partout pour cracher leur haine d'un pays auquel ils doivent tout. Ils prétendent libérer les esprits alors qu'ils réinjectent partout l'obsession raciale. Rokhaya Diallo est l'un des symptômes les plus révélateurs de cette imposture. Quand une femme explique comme ça qu'elle est choquée de voir les têtes de liste qui ne correspondent pas principalement à sa vision de la ville de Paris, eh bien, elle ne défend pas du tout la justice. Elle ne défend pas la citoyenneté. Elle ne défend pas non plus la compétence. Elle réinstalle cette idée toxique qui est que la légitimité politique devrait d'abord se lire sur un visage. Les propos de cette femme reflètent donc l'échec d'un antiracisme qui ne cherche plus du tout à sortir les sociétés de la race, mais à les y enfermer davantage. Quand vous commencez à juger en fait une liste électorale non pas sur sa compétence, ou sur sa vision, ou sur son projet, mais plutôt sur sa conformité pigmentaire, vous ne combattez plus du tout le racisme. Vous le reformulez dans un vocabulaire qui est chic, médiatique et prétendument vertueux. Comme je le disais tantôt, vous ne défendez plus la citoyenneté. Vous administrez la société comme un assemblage de blocs ethniques. Et ça, je le dis clairement, ce n'est pas du tout du progrès, c'est du recyclage du racisme. Il est devenu beaucoup plus présent, plus obsessionnel et désormais bien plus rentable. Et c'est là que la rupture commence chez moi. Une chose que j'ai compris depuis quelques années, c'est qu'une partie de ceux qui parlent plus de racisme ne veulent pas l'éradiquer. Ils veulent y régner. Ils veulent en faire comme ça leur fonds de commerce moral, leur identité médiatique, leur passeport comme ça vers les plateaux de télé, les interviews, les colonnes, les conférences et je dirais même aussi les subventions qu'on leur verse qui sont d'ailleurs très très massives. Je refuse cela parce que c'est une régression. Je refuse qu'on m'explique qu'en tant que noir, je devrais d'abord penser comme un noir, avant de penser comme un homme, comme un citoyen, ou comme un esprit qui est libre. Je refuse d'être enrôlé dans une armée de blessés professionnels qui ont fait comme ça de la race une religion. Je refuse totalement qu'on me vende comme émancipation, ce qui n'est au fond qu'une nouvelle prison mentale. Le vrai antiracisme était de cesser de voir la couleur partout. Il a été remplacé par ce nouvel antiracisme qui nous dit par contre qu'il faut d'abord regarder la couleur, et ceci partout et tout le temps. Pire, nous devons tout juger à travers elle. Ce n'est pas un progrès, vous êtes bien d'accord avec moi. Ce n'est même pas une libération pour les fameux racisés. Ce terme insultant que les nouveaux racistes utilisent pour se labelliser comme des victimes éternelles. Et ça agit de plus en plus autour de nous comme une contamination. Et aujourd'hui, il va falloir se dire clairement les choses. L'antiracisme des Rokhaya Diallo a échoué. Et là, le vrai scandale, ce n'est même pas du tout ce que ces gens-là disent. Le vrai scandale, c'est que des millions de gens ne voient plus du tout l'arnaque. Ils ne voient pas que ces entrepreneurs raciaux prospèrent sur un désordre qu'ils prétendent dénoncer. Ils ne voient pas que des gens comme elles vivent du conflit qu'ils alimentent eux-mêmes. Ils ne voient pas qu'au nom du bien, on est en train de réhabiliter toute une génération à penser en bloc, en réflexes tribaux. Moi, je n'ai pas du tout quitté l'antiracisme. J'ai quitté sa caricature. J'ai quitté son industrie.
j'ai quitté sa corruption. Et c'est exactement pour ça que les propos de Rokhaya Diallo ne sont pas du tout une simple sortie médiatique. Ils sont le symptôme d'une idéologie qui prétend guérir les sociétés de la race en les forçant à y replonger chaque jour davantage. Cette introduction était longue, mais elle était nécessaire pour planter le décor. Dans cet édito, je vais parler de l'échec de l'antiracisme à travers cette sortie médiocre de Rokhaya Diallo. Alors, comme je le disais, le vrai problème dans les propos de Rokhaya Diallo, c'est qu'elle réduit la représentation politique à une vitrine pigmentaire. Son raisonnement tel qu'il a été relayé après un échange chez Mediapart consiste à dire qu'à Paris, ville multiculturelle, les têtes de liste socialistes devraient davantage refléter cette diversité visible. Or, en France, la logique républicaine repose justement sur l'égalité civique et non sur une comptabilité raciale. D'autant plus que la production de statistiques ethno-raciales y est très encadrée et largement incompatible avec une classification officielle des citoyens par race. Alors il est vrai que la France a été très souvent épinglée pour des dérives raciales. Je ne vais pas le nier, ce serait complètement un mensonge éhonté. Là où moi je commence à avoir un problème avec les propos de Diallo, c'est que l'antiracisme échoue quand il cesse en fait de combattre la discrimination pour exiger en fait la représentation raciale des postes, des listes électorales, des plateaux télé et des institutions. On ne défend plus du tout des citoyens qui sont égaux. On commence à administrer des blocs identitaires. La couleur de peau devient donc une obsession, et pour moi c'est une régression qu'on nous a vendue comme le progrès. Une élection municipale n'est pas un casting à Hollywood. Une liste électorale n'est pas un nuancier Pantone. On élit des représentants et non des échantillons de mélanine. Une tête de liste n'a pas à ressembler à la ville, elle a surtout à porter un projet, une compétence, une ligne, une capacité à convaincre des électeurs de toute origine. Si vous commencez à expliquer aux gens qu'ils doivent d'abord se voir dans un visage avant de se reconnaître dans un projet, eh bien, vous commencez à fabriquer une société de clans et non une nation. Lorsqu'on en vient donc à exiger une correspondance raciale entre population et candidats, eh bien, on réintroduit comme ça l'idée même que la légitimité politique vient d'abord de l'apparence ethnique. Et c'est précisément ce que l'antiracisme était censé combattre. On va pas du tout se mentir. Certains acteurs médiatiques n'ont absolument aucun intérêt réel à l'apaisement racial. Leur valeur marchande vient justement des conflits qui se passent dans la société. Et certaines de ces personnes, en fait, qui prennent continuellement la parole comme ça sur le racisme en France, je les connais. Plus la société est fragmentée, plus ces gens-là sont invités, plus on va les citer, plus on va les relayer, les financer, les interviewer, les publier, etc. Et ça participe à cet intarissable narcissisme qui les nourrit. On a donc cet écosystème médiatique, politique et universitaire qui récompense ceux qui parlent sans cesse de race, de domination, de ressentiment, de dette symbolique et de réparation infinie. Leur visibilité tient en fait à la radicalisation de la lecture raciale du réel. Et c'est là tout le vice du système. Et les personnalités comme Rokhaya Diallo ont bâti leur notoriété non pas sur la réduction en fait du poison, mais sur sa circulation permanente. Et justement, pourquoi Rokhaya Diallo, qui est si obsédée par la race, n'est-elle pas financée par des Noirs? Voyons voir son écosystème. Rokhaya Diallo n'est pas une militante bénévole. C'est un profil professionnel entièrement monétisé autour de la race. Je vous propose donc de regarder quelques-uns de ses flux identifiés. Elle a intégré le Washington Post en 2020 dans la section Global Opinions en tant que contributrice mensuelle rémunérée. Son audience est donc américaine, mais par contre, son prestige est international. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a racheté le Washington Post à la famille Graham en 2013. On parle donc de la deuxième fortune au monde, c'est-à-dire le capitalisme dans sa forme la plus pure. En février 2025, Bezos a imposé une nouvelle ligne éditoriale au journal, c'est-à-dire que les pages opinion seront désormais limitées à la défense des libertés personnelles et du libre marché. Ce qui revient à dire que les points de vue contraires ne seront plus du tout publiés sur le Washington Post. Et coup de tonnerre, en février 2026, c'est-à-dire le mois dernier, Jeff Bezos a licencié 300 journalistes sur 800.
plus d'un tiers de la rédaction du Washington Post. Les services tels que le sport, les livres, les pages locales et internationales sont quasi supprimés pour des raisons toutes simples. Jeff Bezos s'est rapproché de Donald Trump et Elon Musk, qui avait d'ailleurs applaudi son virage éditorial. Mais qu'en est-il de Rokhaya Diallo ? En 2026, son profil LinkedIn la présente toujours comme Contributing Writer au Washington Post. Ça veut donc dire qu'elle continue d'y publier ses chroniques sur la race et sur le genre. Et je suis même allé plus loin, son profil Muckrack, vous savez la base de données professionnelle des journalistes, continue de la référencer comme chroniqueuse au Washington Post. On voit donc que la voix antiraciste la plus audible de France est hébergée, distribuée et rémunérée par l'écosystème Bezos. Mais attendez, ce n'est pas fini. Rokhaya Diallo est aussi une chroniqueuse sur RTL, BFM et LCI, 3 des plus gros médias d'audience nationale en France. Ce qui veut donc dire qu'elle a des contrats de chroniqueuse. Et donc elle a comme ça des revenus réguliers provenant en fait du pouvoir blanc patriarcal capitaliste. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, RTL appartient à 100% au groupe M6, dont le premier actionnaire reste l'allemand Bertelsmann, avec plus de 75% des actions de RTL Group SA. On parle donc ici d'un conglomérat médiatique allemand qui est privé, qui est parmi les plus grands d'ailleurs au monde. Pour BFM, on parle d'un média qui appartient au franco-libanais Rodolphe Sadeh, qui est décrit comme un proche d'Emmanuel Macron, avec qui il communique très régulièrement. Pour LCI, on a affaire à un média qui est détenu à 100% par le groupe TF1 SA. Le groupe TF1 SA, qui est la filiale du groupe industriel français Bouygues, propriétaire à 43,9% de son capital. Rokhaya Diallo travaille donc dans 3 des médias de 3 milliardaires blancs et elle participe au buzz qui permet d'alimenter comme ça les vues de ces médias. La femme, qui dénonce donc le pouvoir blanc patriarcal capitaliste, est intégralement hébergée, distribuée, rémunérée par le pouvoir blanc patriarcal capitaliste. Puis, Rokhaya Diallo a lancé un podcast nommé Kif Taras, qui est distribué par Binge Audio, classé parmi les meilleurs podcasts Apple. Binge Audio est un studio podcast professionnel, financé notamment par des médias et des fonds privés. Et vous savez qui était entre autres derrière Binge ? Le groupe Les Échos, Le Parisien, qui est une filiale du groupe LVMH, du milliardaire Bernard Arnault. Bernard Arnault qui détient Les Échos, Le Parisien, Radio Classique je crois, Paris Match et entre 2018 et 2023, il détenait 33% de Binge Audio. La participation dans Binge Audio était donc une participation indirecte d'Arnault, via bien sûr ses filiales médias. Ce que je vous montre là, c'est que l'antiracisme militant est parfaitement compatible avec le grand capital, parce qu'il occupe les esprits sans jamais menacer les structures économiques. En d'autres termes, Rokhaya Diallo est une amuseuse de galerie. En étant soi-disant polarisante, elle rapporte de l'argent à ceux qui lui disent de porter la langue bien haute. Mais Rokhaya Diallo, avec sa notoriété, pourrait aussi vendre ses livres en totale auto-édition. Mais elle ne le fait pas non plus. Son livre Scènes de racisme ordinaire est sorti chez Flammarion. Je rappelle encore que l'homme le plus riche d'Europe est actionnaire de la maison qui publie les livres de Rokhaya Diallo. Pour le savoir, vous faites le chemin. LVMH, Gallimard, Madrigal, Flammarion. Et on arrive encore chez un certain Bernard Arnault. Donc on a Binge, on a Flammarion, ça nous fait 2 flux distincts qui retournent comme ça à la même source. Et dans les situations où on a 2 maisons pour le même empire, Rokhaya Diallo a publié Racisme mode d'emploi en 2011 chez les éditions Marabout qui appartiennent à Larousse. De même, elle a aussi publié Ne reste pas à ta place. Ça, c'est un livre qui est sorti en 2019 et M'explique pas la vie mec qui est sorti, je crois, en 2020. Et la boîte donc qui contrôle Larousse et Marabout achète Livre, qui est une filiale de Lagardère. Lui-même qui est détenu par Lui Hachette Group, contrôlé par un certain Vincent Bolloré. Bolloré qui détient 66,53% de Lagardère et 30,4% de Lui Hachette Group. Vincent Bolloré détient donc une participation de contrôle dans le groupe qui publie les livres de Rokhaya Diallo. Et pour la petite histoire, des salariés d'Hachette ont exprimé leur honte d'être dirigés par un actionnaire promouvant comme ça des idées d'extrême droite, notamment après la publication chez Fayard d'un ouvrage de Jordan Bardella.
Autrement dit, le même groupe publie Jordan Bardella et Rokhaya Diallo. On parle donc ici de la femme qui attaque Bolloré. Tenez, elle disait justement dans une interview accordée à Jeune Afrique, je la cite, « Il y a un problème Bolloré. CNews est une chaîne polémique positionnée à l'extrême droite, sur le modèle de Fox News. L'implication de Bolloré dans la prédation de ressources matérielles et économiques en Afrique est d'une très grande gravité. Cette femme est donc publiée chez Larousse, chez Marabout. Les deux appartiennent au groupe de Vincent Bolloré. C'est donc quelqu'un qui dénonce CNews, la chaîne de Bolloré, et qui encaisse les droits d'auteur de Bolloré, tout en engraissant Bolloré. La logique de Diallo et de tout ce courant de gauche progressiste repose en fait sur une posture morale absolue. Je ne me compromets pas avec l'ennemi, mais les faits ne disent qu'autre chose. Chaque livre là qui est vendu chez Larousse est une commission pour Hachette qui devient donc des dividendes pour Bolloré. Chaque écoute de Kif Taras sur Binge est une valorisation pour les écoles parisiens et donc un actif pour LVMH. Vous voyez comment le capitalisme fonctionne ou pas? C'est pour cela que j'ai un problème avec la gauche. Pour moi, c'est de la posture. Et la posture morale chez les progressistes est en façade. Le flux financier, lui, est en back-end. Et le back-end ne ment absolument jamais. Rokhaya Diallo ne sert pas du tout la main de Bolloré. En revanche, elle lui vire de l'argent automatiquement. D'ailleurs, tout l'intelligentsia progressiste français est sous-traité au capital. Christine Angot, elle est publiée chez, je crois, Le Seuil, qui appartient à Bolloré. Édouard, lui, est publié lui aussi chez Le Seuil, qui appartient encore à Bolloré. La quasi-totalité des voix antiracistes et féministes françaises sont publiées par 4 groupes qui appartiennent aux 5 mêmes milliardaires, mais elles vous disent qu'elles sont totalement indépendantes. N'est-ce pas ironique? Alors moi, je n'ai absolument pas de problème avec la gauche. J'ai un problème avec ce que j'appelle l'imposture intellectuelle. Qu'elle vienne d'ailleurs de gauche ou de droite, j'ai un problème avec cela. La droite protège par exemple les milliardaires, ça c'est connu, c'est assumé, je trouve ça totalement cohérent. Mais la gauche par contre, prétend les combattre alors qu'elle les enrichit discrètement. C'est ça l'hypocrisie. Et je vous souhaite de le comprendre pour ne plus tomber dans le performatif de ces gens. C'est pour ça que j'ai eu marre de ces gens. Ils ne sont absolument pas sincères. Et ils ont perverti cette noble bataille. Le sujet n'est même pas seulement en fait Rokhaya Diallo. Elle n'est que le visage d'un mécanisme plus large. Une parole qui prétend défendre la justice, mais qui ramène sans cesse l'être humain à sa race. Une parole qui dit lutter contre la hiérarchie raciale, mais qui réinstalle partout la conscience raciale comme réflexe de base. Une parole qui se dit émancipatrice, alors qu'elle infantilise les individus en leur expliquant qu'ils doivent d'abord penser, voter, s'indigner et se reconnaître en fonction de leur couleur de peau. Et moi, à partir du moment où vous dites à un noir qui devrait d'abord être choqué par la couleur de peau d'une tête de liste, plutôt que par sa médiocrité éventuelle, vous ne l'élevez absolument pas du tout. Vous le redescendez à la case raciale. Vous ne lui parlez pas du tout comme un citoyen, mais comme un segment identitaire. Moi, je ne me vois donc pas vivre dans un monde où les blancs se voient comme des coupables héréditaires et les noirs comme des créanciers identitaires permanents. Je ne me vois pas non plus vivre dans un monde où chacun arrive avec sa blessure raciale comme une carte d'identité morale. Je veux par contre un monde exigeant où l'on juge les gens à leur conduite, à leur intelligence, à leur probité, à leur loyauté, à leur travail et non à la quantité de mélanine comme ça qu'ils transportent sur le visage. Je veux un monde en fait dans lequel on a comme ça des gens qui nous inspirent à être meilleurs. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir que celui ou celle qui a été élu est un blanc, un vert, un noir, un arabe, un chinois ou whatever? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Eh bien, je trouve que c'est ça que nous devons combattre. Parce que cette sortie de Rokhaya Diallo n'est pas de l'antiracisme, c'est sa corruption. C'est la transformation de l'antiracisme en industrie du ressentiment. Et ce recyclage médiatique commence vraiment à me fatiguer. Et ça devrait d'ailleurs vous fatiguer. Parce que sous prétexte de dénoncer le racisme, ces gens-là l'entretiennent, le professionnalisent. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils l'inoculent aussi à la génération suivante comme un héritage mental. Je pense donc qu'il est venu le temps de sortir de toutes ces postures de gens prétendument tolérants. Ils ne le sont pas non plus. Ils détestent d'ailleurs ceux qui rejettent leur grille de lecture racialiste et raciste du monde. Et ça, c'est un mensonge qu'on vous vend. Et j'aimerais que vous pensiez que toute pensée noire n'est pas légitime parce qu'elle passe obligatoirement par le logiciel décolonial, victimiste, racialiste ou antiraciste. J'aimerais tellement que vous sachiez que
Il existe d'autres traditions intellectuelles noires qui sont solides, argumentées et souvent bien plus exigeantes. Personne ne va nier l'existence du racisme, mais ce sont des traditions qui refusent d'en faire la clé unique de lecture du réel. Moi, je m'inscris dans ces traditions-là. Celles qui préfèrent la citoyenneté à la tribu, celles qui préfèrent la responsabilité à l'excuse, celles qui préfèrent l'universel à la liturgie identitaire. Je peux vous parler par exemple de John McWhorter, qui a très vite compris que l'antiracisme contemporain fonctionne comme une religion séculière. Avec ce que nous voyons de plus en plus, nous ne sommes plus du tout dans des réformes, mais plutôt dans un système de croyance dans lequel vous voyez des gens qui sont enfermés en permanence dans des dogmes, des rituels de confession, des hérésies et des excommunications. John McWhorter dit notamment dans son livre Woke Racism que ce nouvel antiracisme repose sur un essentialisme racial à peine distinct de vieux raisonnements racistes. Tenez, je le cite parce que j'ai son livre ici avec moi. Il dit notamment « Ce nouvel antiracisme ne nous sort pas de la race, il nous y réenferme. Il ne désamorce pas l'obsession raciale, il la sanctifie. » Autrement dit, sous couvert de progrès moral, on réintroduit l'idée que la race détermine profondément l'expérience de vie, la parole, la légitimité et même la vérité. Mais McWhorter n'est pas le seul. J'ai aussi Glenn Loury qui aborde cette thématique en posant la question du coût psychologique et politique de l'identité victimaire permanente. Il refuse que la conscience noire soit colonisée par le réflexe victimaire. Il veut sortir du théâtre permanent de l'accusation sans fin pour revenir à la liberté, à la responsabilité et à la construction. Dans Discrimination and Disparities, Thomas Sowell, pour ceux d'entre vous qui le savent, est un de mes intellectuels préférés. Il explique empiriquement que des résultats inégaux entre groupes ne prouvent absolument pas à eux seuls qu'il y a une discrimination. Ça peut venir de causes multiples qui peuvent donc être historiques, culturelles, éducatives, géographiques, institutionnelles et même démographiques. Et Thomas Sowell le démontre dans ce livre parce que nous sommes tannés de la médiocrité des nouveaux antiracistes qui sont obsédés en permanence par la race. En clair, Thomas Sowell démontre la paresse intellectuelle qui consiste donc à voir un chiffre, puis à hurler « racisme systémique » avant même d'avoir pensé. Tu vois un chiffre, plutôt que de réfléchir d'abord, toi tu détermines automatiquement que c'est du racisme systémique, avant même d'avoir pensé. C'est ça qui est terrible. Avec ces explications monocausales, les gens comme Rokhaya Diallo sont donc dans le réflexe idéologique. Et je vous avoue que c'est épuisant, c'est très épuisant. Parce que ça vous fait reculer en permanence. Et c'est là qu'arrive encore un autre homme que moi j'admire, Shelby Steele. Il est super intéressant sur cette thématique. Alors que dit-il ? Il explique qu'à partir du moment où le pouvoir se congèle autour de la race, plutôt que se structurer autour de la morale, de la citoyenneté et de l'intégration, eh bien, quelque chose vient se corrompre, ok ? Nous voyons donc aujourd'hui de plus en plus de vidéos où on voit par exemple des noirs qui agressent des blancs sur le simple fait qu'ils sont blancs. Vous ne trouvez pas que c'est complètement dérangeant ce genre d'image ? Vous ne trouvez pas que c'est horrible, que c'est la répétition de la même chose dans l'autre sens ? Et Shelby Steele explique donc dans ses œuvres que l'antiracisme dévoyé ne dépasse pas du tout le racisme. Il le retourne simplement dans l'autre sens symbolique. Pour celles et ceux d'entre vous là, qui passent leur journée à voir le racisme partout, sachez que si vous combattez des siècles d'assignation raciale en redonnant à la race comme ça une centralité qui est politique, vous n'êtes pas en train de corriger le mal. Vous êtes en fait en train de redonner du pouvoir à ce mal. Dans End of the Race Politics, Coleman Hughes fait une critique du mouvement antiraciste qui pousse ironiquement vers une nouvelle forme de racisme. Il explique par exemple que la race blindness est différente du racism blindness. En d'autres termes, ne pas organiser la société autour de la race ne signifie pas nier l'existence du racisme. Refuser de penser en race n'est pas refuser de voir l'injustice. C'est refuser que l'injustice devienne le prétexte à une nouvelle administration raciale de la société. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire ? C'est précisément ce que font les Rokhaya Diallo. Des gens comme Robin DiAngelo ou Ibram X. Kendi se sont copieusement gavés en nous réinjectant le poison sous couvert d'antiracisme. Et plus que jamais, la race est au centre de tout, à tel point que ça contamine des générations entières. Ils ont transformé la culpabilité raciale et l'obsession identitaire en marché rentable. Le mal n'a donc pas été désarmé. Ils ont tout simplement trouvé le filon pour le monétiser.
Après la mort de George Floyd en 2020, Kendi est devenu le gourou de la race en vendant des livres, en animant des conférences d'entreprise, en conseillant des politiques, en prêchant partout l'évangile de l'antiracisme, à tel point que le Boston University lui avait même confié son nouveau Center for Anti-Racist Research. Et en 3 ans seulement, ce centre a accumulé plus de 55 millions de dollars en dons et en subventions, mais avec une production académique qui a été jugée insuffisante au regard des moyens qui ont été engagés. En 2023, Kendi a licencié la quasi-totalité de son équipe. D'anciens collaborateurs ont d'ailleurs dénoncé publiquement une mauvaise gestion des fonds, un fort taux de rotation du personnel et une désorganisation générale depuis la création du centre. On a même vu des clips embarrassants dans lesquels on voyait Kendi incapable de définir le mot racisme sans recourir comme ça à un raisonnement circulaire. En janvier 2025, le Boston University a annoncé la fermeture définitive du centre antiraciste. Tellement c'était nul. Imaginez donc que vous recevez plus de 55 millions de dons. Vous ne faites aucune percée structurelle. Les licenciements sont constants dans votre organisation. Vous avez même une enquête interne. Et comme si ça ne suffisait pas, vous ne savez même pas définir l'objet de votre expertise. Avouez que ça la fout mal, n'est-ce pas? C'est donc ça l'antiracisme des déclarations fracassantes et des plateaux télé. Ça ne résout pas le racisme, tout au contraire, ça se finance par lui. Robin DiAngelo, elle, nous a fait la fragilité blanche comme business model. Elle a bâti toute sa fortune en vendant aux entreprises et aux institutions la culpabilité blanche packagée en formation professionnelle. Sa thèse à elle est de nous dire qu'en fait, tout blanc est structurellement raciste. Et s'il le conteste, c'est la preuve de sa fragilité blanche. Toute une génération de blancs s'est donc mis à se flageller. Je vous avoue que moi-même, j'ai cru un moment que c'était une bonne chose. Je l'ai moi-même aussi fait. Mais non, en réalité, infantiliser les Noirs et déshumaniser les Blancs, c'est de la crapulerie. Non, mais sérieusement, présenter les Noirs comme s'ils avaient besoin d'une protection émotionnelle esquisse qu'aucun autre groupe humain n'a jamais requise, est en soi une forme de condescendance discriminatoire. Robin DiAngelo s'est donc enrichi en disant aux Blancs qu'ils sont racistes et aux Noirs et qu'ils sont fragiles. Ça nous donne d'ailleurs toute cette rangée de Blancs ou de Noirs qui sont incapables de reconnaître que des Noirs qui agressent ou tuent même des Blancs ne font pas preuve de racisme, car il n'est pas systémique. Vous vous rendez compte de ce qu'on a créé avec ce genre de profil? D'ailleurs, Rokhaya Diallo fait aussi des conférences dans lesquelles elle facture entre 7 000 et 15 000 euros l'intervention pour expliquer à des cadres supérieurs, des Blancs évidemment, comment déconstruire leurs préjugés. Ses clients, ce sont évidemment des multinationales, des universités publiques, des institutions européennes, et le produit reste évidemment le même que celui de Robin DiAngelo, la culpabilité blanche packagée comme ça en formation. Et pour ceux qui ne le savent pas, je reviendrai à un prochainement dans une vidéo si vous le souhaitez, dans laquelle je vais aborder donc le marché lucratif de l'antiracisme, mais sachez globalement que le marché de la diversité et de l'inclusion, en entreprise évidemment, pèse plusieurs milliards d'euros mondialement. Ça pèse énormément. Les mêmes groupes qui creusent les inégalités salariales sont donc ceux-là même qui achètent des conférences sur l'antiracisme pour soigner leur image RSE. En d'autres termes, l'antiracisme corporate est le cache-misère du capitalisme. En conclusion, je vous dirais donc que les Rokhaya Diallo, Ibram X. Kendi ou Robin DiAngelo de ce monde continuent de transformer la cause légitime de l'antiracisme en récit global où la société entière devient suspecte par essence. Ces antiracistes-là ne sont plus dans des exigences de justice, ils sont devenus des machines à polariser. Ce sont même des gens, de mon point de vue, qui pourraient exposer des Noirs au ping-pong d'agressions racistes. Parce qu'à force d'être aussi polarisants, ils vont exaspérer bien évidemment des gens, c'est évident. Ils se plaignent des extrêmes alors qu'ils sont eux-mêmes des extrémistes. À cause d'eux, l'antiracisme a donc échoué. Et donc je n'ai aucune sympathie pour des gens qui sapent la notion de vivre ensemble pour nous installer dans une folie raciale. Et c'est ça le drame de notre époque, les amis. On a laissé à ces entrepreneurs raciaux nous faire croire que l'obsession de la couleur était faire preuve comme ça d'éveil moral. Mais c'est faux. Pour sortir du racisme, il ne faut plus toujours plus de race. Je ne pense pas que pour guérir, il faut s'injecter et propager encore plus la maladie.
Je n'accepte donc plus la crapullerie qui prétend que pour défendre la dignité humaine, il faut encore enfermer les gens comme ça dans la case pigmentaire. Je refuse qu'on me dise qu'en tant que noir, je devrais automatiquement marcher derrière tous ceux qui crient au racisme du matin au soir, même quand ils passent leur temps comme ça à réinjecter ce poison dans les esprits. Je refuse aussi qu'on me fasse croire que la maturité politique consiste à d'abord voir des blancs, des noirs, des arabes, des minorités, des majorités, avant de voir des citoyens, des comportements, des idées, des principes ou des responsabilités. Le vrai antiracisme, c'est de nous apprendre à sortir de la tyrannie raciale. Celui qu'on nous vend aujourd'hui nous réenferme avec des mots plus élégants, des micros plus propres, des costumes qui sont plus chers et des supériorités morales qui en réalité n'existent absolument pas. Rokhaya Diallo dénonce un racisme systémique omniprésent, mais elle circule sans difficulté dans les médias les plus installés. On la voit dans les cercles mondains les plus visibles et dans les espaces de prestige les plus codifiés. On la voit dans les cercles mondains les plus visibles, c'est toute l'ambiguïté de cette posture. Elle se présente comme dissidente, tout en étant parfaitement intégrée au circuit de consécration. Elle dénonce le système, elle refuse de partager un plateau avec l'extrême droite, elle se présente comme une voix indépendante, militante et irréductible. Mais les faits, eux, par contre, continuent de dire autre chose. Ses livres sont publiés par Arnaud et Bolloré, son podcast a été financé par une filiale d'Arnaud, ses chroniques sont hébergées par Bezos, et parle dans les micros de Bertelsmann, Bouygues ou Sadé. Elle facture entre 7 000 et 15 000 euros la conférence à des multinationales du CAC 40 qui achètent de l'antiracisme la journée pour cocher comme ça la case responsabilité sociale des entreprises, et tout ceci sans changer une seule ligne de leur politique salariale. C'est la raison pour laquelle je ne souscris plus du tout à cet antiracisme-là. C'est une industrie qui a besoin que le racisme continue d'exister pour continuer à se financer. Une industrie dont le modèle économique s'effondre le jour où le problème disparaît. Alors vous devez vous poser la question suivante. Quel est l'intérêt financier de Rokhaya Diallo à ce que le racisme disparaisse en France ? Quel est son intérêt ? Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Mais j'ai répondu, et la réponse est sans équivoque. L'antiracisme militant tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne combat pas du tout le racisme. Il le gère, il le monétise et il le perpétue. Parce qu'un problème qui est résolu ne remplit plus du tout les salles de conférence. Il ne vend plus du tout de livres. Il ne génère plus du tout de chroniques. Il ne justifie plus du tout les postes à Georgetown. Alors comme vous le voyez, je suis noir, mais je n'ai pas besoin de cette tutelle. Je n'ai pas besoin qu'on parle à mon nom avec un agenda qui n'est pas du tout le mien. Je pense que ce dont nous avons tous besoin dans la société, c'est d'appeler les choses par leur nom. D'accord ? Les antiracistes sont sous-traités au capital. Et Rokhaya Diallo n'est pas la seule. Ils sont nombreux à être dans la contradiction entre le récit de l'exclusion et la réalité de l'intégration. Des fois, moi, je les vois s'exprimer comme ça dans les médias comme des voix interdites. C'est le cas, par exemple, de Claude Iciard, qui a fini par se prendre un stop avec sa routine victimaire. Mais ces gens sont invités, ils sont relayés, certains sont même promus, médiatisés et socialement valorisés par ceux-là même qui passent leur journée à traiter de racistes. Je pense donc qu'il est venu le temps d'arrêter tout ce théâtre. Et j'invite d'ailleurs toutes les minorités à sortir de cette prison qui alimente comme ça ces influenceurs de la race. Quand vous avez des gens qui passent leur temps comme ça à vous expliquer que la société est structurellement hostile, mais qui sont en permanence aussi invités dans les espaces les plus visibles, il faut vous poser une question toute simple. Sont-ils réellement combattus ? Ou sont-ils devenus utiles ? Est-ce que vous êtes en train de voir qu'ils sont des alibis moraux ? Vous ne voyez pas que ce sont des produits médiatiques qu'on invite pour susciter du buzz et générer des vues ? Ces gens sont simplement en train de vous montrer jusqu'où une idéologie peut aller quand elle ne cherche plus à réduire le mal, mais à plutôt l'exploiter. Quand elle ne cherche plus à faire grandir des hommes libres, mais à administrer des groupes blessés. Quand elle ne veut plus élever comme ça des citoyens, mais maintenir des clientèles identitaires. Quand elle ne cherche plus à faire grandir des hommes libres, mais à administrer des groupes blessés. Quand elle ne veut plus élever des citoyens pour maintenir des clientèles identitaires sous perfusion émotionnelle. Je ne veux pas de cette thérapie. Je ne veux plus de cet héritage-là. Je ne transmets pas ça à ma fille. Et je ne veux plus transmettre ça dans mes contenus. Je refuse désormais de me définir d'abord par ma couleur de peau. Je refuse de regarder les autres à travers cette prison mentale. Je veux un monde qui est beaucoup plus exigeant, plus courageux, un monde dans lequel on devient capable de juger un être humain sur ce qu'il fait, sur ce qu'il construit,
sur ce qu'il vaut et non sur ce qu'il représente visuellement dans le théâtre obsessionnel de la race. Le vrai combat n'est donc pas de remplacer une tribu par une autre. Le vrai combat, c'est de sortir enfin de cette logique de tribu. Et tant que certains appelleront l'antiracisme une idéologie qui remet la race au centre de tout, il faudra avoir le courage de les contredire. Parce qu'on ne soigne pas du tout une société en l'entraînant à penser contre ses pires démons. On ne guérit pas du poison en apprenant à l'aimer. Et il n'y a absolument, mais vraiment rien de bon à être dans la haine des Noirs ou être dans la haine des Blancs. Ces gens prétendent donc nous libérer de la race. En réalité, j'en suis certain, ils veulent que nous y restions pour toujours. On se retrouve très rapidement pour un autre édito. En attendant, continuons à grandir cette communauté grâce à vous, grâce à vos partages. Merci, nous sommes désormais 48 000 personnes dans cette page. Je nous souhaite d'arriver petit à petit, peut-être timidement, peut-être brusquement, à 100 000 abonnés. Alors, merci et on se retrouve très prochainement. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous avez pensé de cet édito-là. Si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me les partager et à très vite.